Didier Patry, vous êtes avec nous et j'invite tous ceux qui sont du côté village à venir nous rejoindre du côté de la Seine, les planches pour cette matinée de rencontre avec les patrons des licornes, en tout cas ceux qui sont dans l'écosystème des licornes. Nous allons découvrir le secret de leur réussite. Et quand je parle d'écosystème des licornes, nous avons Didier Patry qui est directeur général de France Brevet. Alors nous avons une petite marotte, Didier Patry, avec tous les chefs d'entreprise qui vont passer ici pour le secret des licornes, c'est leur demander de pitcher. Vous avez une minute pour nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour Sylvain Henry, merci d'abord de nous accueillir, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui, de nous écouter. Donc je m'appelle Didier Patry, je suis le directeur général de France Brevet et en fait ce que l'on fait nous c'est accompagner les entreprises, les startups, les PME, les ETI à construire des stratégies propriété intellectuelle qui ont un sens et qui sont impactantes. Donc ça c'est notre mission numéro 1. Et notre mission numéro 2 accessoirement c'est aussi d'aider les pouvoirs publics et surtout les services du Premier ministre dans le développement de France 2030 et faire de sorte que toutes les technologies de demain, la cybersécurité, le quantique, l'hydrogène, eh bien, toutes ces technologies seront protégées comme il le faut et auront la protection dont elles méritent. Je vais vous demander de rapprocher le micro pour qu'on vous entende parfaitement. Nous avons parlé il y a quelques instants de cela, de cybersécurité. Là, nous allons aborder un autre chapitre. Il s'agit de la protection des produits et c'est capital. Oui, exactement. Donc la question qui se pose, et en fait c'est une question, je dirais, de nature stratégique, qui est assez fascinante, c'est de savoir si aujourd'hui et en 2022, une entreprise doit protéger ses produits ou pas. En fait, depuis les années 80, la stratégie a changé, le monde a changé, évidemment c'est plus tout la même chose, et la vision du monde aujourd'hui, c'est qu'on protège plus vraiment ces produits. Alors on les protège contre la copie, on les protège contre la contrefaçon, parce qu'on n'a pas envie demain que ces innovations se retrouvent un peu partout. Mais surtout, ce qui est important, c'est de protéger ses revenus, sa marge et en fait sa croissance. Parce que l'essentiel pour une entreprise, ce sont ses revenus et sa marge. Et je vais vous donner un exemple qui est frappant et qui nous montre en fin de compte à quel point on peut être vulnérable. Il y a quelques années, des entreprises de télécommunications qui avaient des brevets sur la 2G, la 3G, la 4G, ont fait un groupement et ont approché les entreprises de l'automobile, entre parenthèses Porsche, Daimler, Ford, et leur ont dit, vous savez, vous êtes en train de vendre des véhicules qui ont des modules 2G, 3G, 4G. Vous devez donc payer des licences de brevets sur ces technologies de télécommunication. Ces entreprises ont dit, mais nous, on ne fait pas des téléphones. Donc ce n'est pas notre sujet. Allez parler à nos fournisseurs. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces entreprises ont dû payer, donc elles payent des redevances de brevets aux entreprises de télécommunications. Et tenez-vous bien, le différend est allé tellement loin que Nokia a attaqué en contrefaçon Daimler, donc Mercedes-Benz, en Allemagne. Et la décision du juge a été en fait une interdiction de vente potentielle de Mercedes, de ces véhicules en Allemagne. Donc c'est allé vraiment très loin. L'injonction n'a pas eu lieu parce que Nokia n'a pas payé la garantie qui lui était demandée. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, une entreprise de l'automobile s'est trouvée confrontée à une entreprise de télécommunications. Et d'un seul coup, s'est posé la question, en fin de compte, quels sont mes bons brevets ? Et ces bons brevets, elle a réalisé, ne sont pas ces brevets sur le véhicule, sur le moteur diesel, ce sont ces brevets sur les télécoms pour pouvoir entrer en négociation avec Nokia, avec Ericsson, avec Interdigital, avec Qualcomm, avec toutes ces boîtes des télécommunications. Donc les paradigmes ont changé. C'est-à-dire que pour protéger maintenant son revenu et sa marge, on ne s'intéresse plus à la protection de ses produits, on s'intéresse aux jeux de guerre et aux jeux de Go, avec demain les entreprises qui seront ses concurrents ou demain avec lesquelles on va devoir découdre. Mais c'est très difficile parce que vous nous demandez d'anticiper. Là, vous parlez voilà, du rapport industriel, d'anticipation, donc extrêmement difficile de pouvoir se projeter. Exactement. Donc en fait, une des difficultés de notre métier, en particulier des brevets, si vous voulez, c'est un peu comme le Bordeaux, c'est-à-dire que malheureusement, il nous faut 10 ans. Il nous faut 10 ans d'âge. Donc en fait, on est en train de travailler pour l'avenir. Les bons brevets et la bonne propriété intellectuelle, elle a besoin de maturer. D'accord ? Il faut aller dans les procédures. Donc en fait, la grande difficulté, c'est de tenter de lire la boule de cristal et de se dire, à 5 ans ou 10 ans, 5 ans pour les startups et un peu plus loin pour les licornes, où est-ce que je serai ? Quels seront mes concurrents ? Et quand je crée la matrice SWOT qui est chère à nos dirigeants d'entreprise et que j'analyse les opportunités, les menaces, les risques qui sont devant moi, en fin de compte, où est-ce que je dois me positionner et qu'est-ce que je dois construire et comment est-ce que je dois le construire ? Comment vous accompagnez justement les startups ou les licornes dans cette projection ? Alors, on a développé pour la BPI un diagnostic qui s'appelle le diagnostic stratégie, propriété intellectuelle et valorisation.
Et maintenant, on en est opérateur avec d'autres. On n'est pas les seuls. Donc, une entreprise a besoin d'assistance, une entreprise a besoin d'aide. Elle vient nous voir et on lui propose d'intervenir auprès d'elle pendant 3 ou 10 jours. Si elle nous aime beaucoup, on reste 10 jours avec elle. Si elle en a assez, on reste que 3 jours. Le coût, c'est assez modique, c'est 1 000 € par jour d'intervention, pris en charge par l'État à 80%. Donc ça coûte à l'entreprise 200 € par jour. Donc pendant 3 jours, vous avez un spécialiste de France Brevet qui est chez vous à 200 € par jour et qui va vous aider à structurer votre stratégie de propriété intellectuelle, à la mettre sur le papier, à la formaliser. Et la formalisation est importante, puisqu'à partir du moment où on a formalisé, on a mis sa stratégie sur le papier, on peut l'expliquer à ses collaborateurs. On a eu l'exemple tout à l'heure de la déconnexion entre le top management et les collaborateurs. Il faut embarquer les collaborateurs. Si vous-même n'avez pas été capable de mettre sur le papier votre stratégie propriété intellectuelle ou cyber, comment faites-vous pour l'expliquer à vos collaborateurs et collaboratrices? Comment faites-vous pour l'exécuter et qu'elle puisse percoler sur toute la chaîne de l'entreprise? Allez, je vous taquine, vous me permettez de vous taquiner? Mais je vous en prie. Nous sommes avec des entreprises qui sont en work in progress, donc qui avancent pas à pas. Comment vous faites, vous arrivez avec votre catalogue en disant voici la Bible, ou vous réfléchissez aussi en même temps et vous êtes aussi en work in progress? Alors on est nous en work in progress parce que alors un des aspects, vous avez raison de le mentionner, c'est qu'en fait notre métier est en pleine évolution. Si vous voulez, notre métier a évolué de façon très isolée dans le droit, de façon malheureusement un petit peu consanguine, et aujourd'hui s'ouvre à d'autres domaines, et notamment à si vous voulez, à un mélange entre le droit et l'économie. Donc en fait, on est en train de développer en ce moment des indicateurs de performance qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, un directeur d'entreprise, un entrepreneur, un responsable de licorne ou de start-up qui aimerait expliquer quelle est la performance de sa stratégie propriété intellectuelle, il ne peut pas le faire. Tout simplement parce qu'il n'a pas les indicateurs de performance. Donc nous, on est aussi un centre d'expérimentation, de recherche et de développement, des modes de gouvernance, des stratégies propriété intellectuelle. Nous avons en face de nous les chefs d'entreprise, certains qui dirigent des licornes. Là, supposons aujourd'hui, 30 août, quelqu'un qui vient vous voir, quelle est la bonne stratégie justement pour travailler avec vous, pour développer une réflexion sur les brevets, les produits à protéger? Mais il faut qu'on passe du temps ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise qui est du cloud, comme OVH par exemple, une autre qui s'appelle Insect, avec qui vous avez parlé hier, Sylvain Henry, ou une autre qui pourrait être dans le domaine des biotech, évidemment, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Les terrains de jeu sont tout à fait différents, les concurrents sont tout à fait différents, les modes opérationnels ne sont pas les mêmes, donc on doit passer du temps. Donc cette entreprise, elle nous contacte, on a un site web, c'est francebrevet.com, on est sur LinkedIn, donc vous nous contactez, on vient vous voir, on passe du temps ensemble, vous nous offrez un café si vous voulez, ce serait très gentil. Et voilà, et donc c'est le dialogue qui va s'installer, et c'est de cette collaboration et de cette discussion, si vous voulez, de ce partage d'informations, qu'on arrive à construire ensemble une stratégie qui a un sens. Donc, et c'est vital parce qu'on se doit, nous, d'embarquer le directeur ou la directrice de cette société et en fin de compte, tout le top management. Nous sommes dans un monde ouvert et aujourd'hui, avec l'innovation, c'est toute la planète qui s'offre à nous. Et comment vous faites justement pour protéger les produits? Parce que sur la France encore, avec la réglementation, il y a une visibilité, mais quand on doit protéger un produit à travers le monde et à près de 200 pays, comment vous faites? Alors là, ça devient très compliqué. D'abord, alors, ça dépend du droit que vous utilisez, parce que le droit de la propriété intellectuelle n'existe pas. Vous en avez plusieurs. Vous avez les brevets, vous avez le droit d'auteur, vous avez les secrets d'affaires. Le plus coûteux, il ne faut pas se voler la face, c'est le brevet. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, déposer une demande de brevet vous coûte à peu près 10 000 €. Obtenir un brevet européen vous coûte 50 000 € à peu près, d'accord? Et c'est très coûteux à peu près pour déposer aux États-Unis et en Chine, ce sont à peu près les mêmes prix. Donc il faut déposer dans un certain nombre de régions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un brevet européen, donc au moins là on est bien organisé. Par contre, il vous faut déposer la même chose aux États-Unis, en Chine, en URSS par exemple, ou du moins en Russie, pardon. Donc de ce fait, la France ne va pas vous suffire. Le bon élève de toute cette clique, c'est le droit d'auteur, parce qu'on bénéficie de conventions internationales. Quand je suis journaliste, quand je suis chef d'entreprise, j'écris un document, je prends des photos, j'écris des spécifications qui sont protégées par le droit d'auteur. Instantanément, et sans faire grand-chose, je bénéficie d'une protection du fait de conventions internationales dans un grand nombre de pays. Donc ça, c'est le meilleur élève et c'est le plus facile avec lequel on peut traiter.
Quelles sont les attentes des fonds d'investissement en matière de propriété intellectuelle? Alors ça, c'est très intéressant. Disons que les fonds ont beaucoup évolué. On a maintenant évidemment un regard qui est très anglo-saxon, hein, puisque la France cherche à attirer des fonds d'investissement et beaucoup nous viennent des milieux anglo-saxons. Pour eux, la propriété intellectuelle est un élément vital et les gens d'Insect ou de VH pourraient très certainement vous en parler. Et de façon paradoxale, en fait, certes, ils vont regarder quel est l'état des marques, quel est l'état des brevets, comment vos salariés sont formés, est-ce qu'ils sont préparés, est-ce qu'il y a des directives à l'interne. Mais ce qui les intéresse au premier chef, c'est de savoir si vous avez une stratégie. C'est la première chose. En fin de compte, et si cette stratégie, elle est sur le papier, et qui, en fin de compte, embarque cette stratégie. En d'autres termes, est-ce qu'elle est purement théorique? Est-ce qu'elle est dans les placards? Est-ce qu'elle est dans un cahier? Ou est-ce qu'elle est incarnée par la direction de l'entreprise? Est-ce qu'elle est ensuite transmise dans toute la chaîne de management du haut vers le bas? Ça, c'est l'aspect le plus fondamental et c'est souvent l'aspect qui est assez ignoré, en fin de compte, par les entreprises, par les startups ou même les licornes, qui pensent que seuls les titres sont importants, donc les brevets, les marques. Non, pas du tout. C'est la stratégie et la façon dont elle est incarnée et communiquée et transmise et mise en œuvre. Vous n'avez cessé de répéter ce mot. Il revient sans cesse. Stratégie, stratégie, stratégie. Donc, pour la protection, c'est ce qu'il faut avoir en tête. La stratégie, n'est-ce pas? Oui, c'est vital parce qu'en fait, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages qui sont à faire, il y a des budgets qui sont à monter. On a parlé tout à l'heure de coûts. Les coûts sont relativement élevés, surtout pour les brevets. Et donc, ces choix peuvent être fatidiques, surtout, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on vise pour les 10 prochaines années à minima. Et le rendez-vous, il est dans 10 ans, en fin de compte. Alors, il est plus court quand on est une start-up, qu'on est en levée de fonds. On est sur des cycles de 2-3 ans normalement. Hein. Mais si on est une licorne et qu'on veut tacler le marché américain, eh ben, on regarde sur 10 ans, ou le marché chinois. Bon, je vais vous martyriser comme tous les chefs d'entreprise qui vont passer ici. Question courte, réponse courte. Quelle est votre plus grande émotion depuis que vous êtes à France Brevet? Voir la joie de mes collaborateurs et collaboratrices quand on travaille ensemble et qu'ils ont le sentiment qu'on a fait quelque chose de bien. Ça, c'est l'émotion. Quelle est votre plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est très certainement d'aller dans les startups, en fait, d'aller travailler avec les entreprises et de voir ce qu'elles réalisent et de voir quel est le niveau de créativité en France, dans ce pays, chez les jeunes. C'est fantastique et ça, c'est une joie intense. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Le plus grand défi Le plus grand qui défi, s'est présenté à vous? Le plus grand défi, c'est d'être entendu. En fait, on a quand même quelques difficultés à être écouté. Et de façon paradoxale, je dois l'avouer, quelquefois des pouvoirs publics. Évidemment, l'actualité ne nous aide pas. C'est sûr que quand on est face à une présence militaire et une guerre de haute intensité à nos frontières, presque en tout cas, les brevets viennent quand même en deuxième rang, si vous voulez, ou un problème d'urgence climatique. Mais les brevets et la propriété intellectuelle sont quand même essentiels parce qu'on ne pourra pas régler ces questions si on n'a pas une position forte et si on n'arrive pas à réussir économiquement. Donc, on s'arrête 2 secondes. Qu'est-ce qu'on vous oppose justement quand on ne vous écoute pas? Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit en fait que cette matière est dépassée, hein, que c'est un truc un peu has-been. Ça ne l'est pas, hein, puisque les Américains, les Chinois et les Allemands sont à fond dans le sujet. On nous dit aussi que c'est contre l'économie d'aujourd'hui, l'économie ultralibérale qui a besoin, en fin de compte, de déplacement et de liberté. Et donc que les brevets et les droits de propriété intellectuelle sont des entraves. Mais ce ne sont pas que des entraves, hein, ce sont des outils qui permettent aussi de faire. On a eu des vaccins AstraZeneca à pas cher grâce à la politique propriété intellectuelle d'Oxford. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Donc on permet aussi de faire. On n'est pas uniquement là pour stopper. Un mot sur Moderna qui attaque justement Pfizer. Un mot, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis là-dessus? C'est fascinant et extrêmement intéressant. Il faut savoir que Moderna a quand même appris de tout le mouvement anti-brevet, hein, puisqu'ils n'attaquent Pfizer. D'abord, ils ne demandent pas une interdiction de vendre. Ils ont été extrêmement prudents. Et en plus, ils n'attaquent qu'en Allemagne et aux États-Unis. Ils ne demandent que de l'argent et ils ont pris soin d'exclure les pays les plus démunis, de sorte qu'ils ont vraiment, vraiment appris la leçon, là, d'être prudents et d'appliquer de la mesure. Donc, vous voulez dire qu'il y a des valeurs et de la morale? On commence à se déplacer vers l'éthique. Allez, une dernière question. Comment vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, comment je me vois? En tout cas, France Brevet, pas vous personnellement, mais France Brevet. Écoutez, Allez. je pense que l'évolution de France Brevet sera une évolution plus interne au sein d'un haut commissariat potentiellement, au sein d'un service et d'une fonction vraiment intégrée au sein de l'État. Je pense qu'à ce moment-là, moi je ne suis pas haut fonctionnaire, donc je ne dirigerai plus France Brevet. Je l'aurai porté jusqu'à un certain stade et je souhaite que ce soit porté par un politique en fait, pour aller encore plus loin et plus haut.
C'était un bonheur de dialoguer avec vous. Merci, Didier Patry, merci pour votre enthousiasme. C'était un grand plaisir d'en savoir un peu plus justement sur la protection des brevets et des produits. Merci à vous. Merci. Merci.